Bonjour et bienvenue dans ce cours sur animer et développer le travail collectif. Effectivement, animer et développer un travail collectif, ça arrive dans de très nombreuses organisations, voire à peu près dans toutes les organisations, parce que les groupes permettent en général d'enrichir le travail et de créer des projets de meilleure qualité. Donc en fait, on va très souvent créer des équipes de travail pour collaborer, pour échanger, pour mener des projets et aller plus loin. Et néanmoins, eh bien, travailler avec une équipe, travailler avec un groupe, ça demande de tenir compte à la fois des individus et à la fois du groupe. Et tout ça nécessite un peu des techniques particulières qu'on va aborder ici pour vous donner quelques pistes de manière à faire ça de manière le plus optimale possible. Alors, qu'est-ce qu'une équipe? Donc, une équipe, c'est l'addition d'un certain nombre de personnes. C'est donc en fait des petits groupes plus ou moins structurés qui ont une finalité commune. Si on prend par exemple une équipe de sport, là effectivement, c'est des joueurs et des joueuses qui vont travailler et œuvrer dans un but commun, à savoir gagner le match. Et j'aime bien l'exemple du sport parce que on comprend bien cette dynamique d'équipe et on comprend bien que on ne va pas gagner si on ne collabore pas ensemble. Les gens dans l'équipe, s'ils veulent atteindre l'objectif, ils sont obligés de travailler les uns et les autres. Se passer le ballon, se faire des passes, travailler en dynamique. Et bien au fond, dans une entreprise, c'est exactement la même chose qu'on va demander. Et donc ça nécessite de la même manière de créer ce dynamisme d'équipe et de faire en sorte qu'on doit composer quelque chose à partir de personnes et de personnalités différentes. Donc, évidemment, même si l'objectif est commun, on va voir se jouer tout ce qui se joue dans une dynamique de groupe, la rivalité, la jalousie, la critique, la colère, mais aussi soutien, solidarité, propulsion. Le fonctionnement de la dynamique de groupe. Avant d'aller voir concrètement comment on anime et on développe son travail d'équipe, je voulais que vous compreniez un peu le fonctionnement d'une dynamique de groupe. Parce qu'effectivement, c'est les fondamentaux qui vont sous-tendre comment on peut animer et aider l'équipe à se co-construire vers un objectif commun. Donc, au fond, la dynamique de groupe, c'est les interactions, les dynamiques qui vont se jouer à l'intérieur des groupes. Et en tenir compte va vous aider à être plus constructif dans vos approches. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une théorie que je trouve intéressante sur la dynamique de groupe, qui est quand même assez communément partagée, qui a été développée par Bruce Tuckman et qui a 5 phases de développement du groupe. En fait, la première phase, c'est donc la formation. La formation, c'est-à-dire vraiment le moment où on crée l'équipe, tout simplement. À un moment, l'équipe, elle se met à exister. Elle se met à exister parce qu'on a décidé qu'on allait constituer cette équipe pour atteindre un objectif commun. Évidemment, l'idéal, c'est quand le responsable peut constituer sa propre équipe, mais il peut arriver également plein de situations de la vie où les équipes sont déjà constituées et le manager doit composer avec l'équipe en cours. Donc effectivement, dans cette phase-là, l'équipe, elle apprend à se connaître. Elle apprend à agir et à interagir les uns avec les autres. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que effectivement, c'est le moment où on commence à comprendre qu'on va devoir travailler ensemble, à comprendre qui sont les gens, et c'est le moment où chacun va devoir aussi trouver un peu sa place. Et donc, faut laisser du temps à cette étape. C'est une vraie étape en soi. On a parfois un peu l'écueil de dire on a mis des gens ensemble, ils vont automatiquement travailler ensemble. Non, pas dans la vraie vie. D'ailleurs, je suis sûre que tous les gens qui ont travaillé des équipes se disent bien raison, effectivement, ça marche jamais comme ça. C'est pas parce qu'on dit aux gens yo, regardez, vous êtes une équipe, ça va être formidable que ça marche. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est quoi la deuxième phase? La confrontation. Eh bien oui, direct après la formation, on va arriver sur la phase où va y avoir des tensions, où va y avoir des conflits,
où les gens, ils n'ont pas envie de travailler ensemble. Ah ben là, tu fais comme ci, moi je suis habituée à faire comme ça, et pourquoi c'est lui qui fait ci, et pourquoi c'est pas moi qui fais ça. Toutes les personnalités antagonistes, toutes les opinions divergentes vont commencer à émerger. Et ça va donc créer des confrontations. Évidemment, et on va y revenir dans la phase où je vais vous expliquer vraiment comment animer et développer le travail d'équipe. Si on a bien créé les rôles, les missions, les responsabilités, cette phase de confrontation va être forcément moins en tension. Néanmoins, elle existe. Et si on peut l'atténuer, on ne peut pas l'annuler. Et ça, c'est aussi un élément important à comprendre, c'est quand vous avez des équipes et que vous les voyez faire des chicaneries et que ça peut vous agacer, dites-vous que c'est une étape obligatoire. C'est comme ça qu'un groupe se constitue. Il a besoin de passer par là. En gros, le plus important, ce n'est donc pas de veiller à éviter à tout prix les conflits, c'est de mettre tout en œuvre pour les régler quand ils arrivent. Et c'est ça le rôle d'un bon manager et d'une personne qui va devoir animer une équipe. C'est plutôt de veiller à éliminer régler les conflits quand ils arrivent, que chercher à tout prix à les faire en sorte qu'ils n'arrivent jamais. Parce qu'au fond, cette étape a quelque chose de l'ordre de libérateur pour les personnes. Elle permet à tout le monde de voir qu'on les écoute, qu'on tient compte de leurs avis, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent respectés dans ce qu'ils sont. Les conflits amènent aussi la créativité. C'est parce que l'un a une idée puis que l'autre n'est pas d'accord que tout d'un coup, il y a quelque chose aussi qui va émerger. Donc, régler les conflits, ne cherchez pas à les éviter. Troisième étape, la normalisation. Ouf, ça va mieux. C'est une phase de stabilisation. Tout le monde commence à prendre ses marques, tout le monde commence à comprendre qui est qui, la plupart des conflits et des tensions ont été résolus, il y en a peut-être d'autres qui vont revenir, et c'est une étape où ça va être extrêmement important de donner du feedback, de créer du lien, de montrer à chacun sa valeur, etc., de montrer sa place dans le projet, etc., de consolider tout ça, parce que ça va permettre d'augmenter la productivité, de faciliter le travail en équipe, de créer de la fluidité à l'intérieur de ça. Si vous avez de la difficulté à donner des feedbacks constructifs, je vous invite à aller voir le cours que j'ai créé sur le sujet. Quatrième étape, l'exécution. C'est la quatrième étape, c'est le moment où on a la cohésion, chacun exploite son plein potentiel, on travaille tous ensemble. En fait, c'est l'étape que tout le monde veut voir arriver quand on crée une équipe, sauf que vous comprenez bien qu'en général, quand on crée une équipe, on veut faire 1, j'ai créé l'équipe, 4, exécution, tout marche bien, c'est le bonheur, et évidemment, on aimerait éviter les étapes 2 et 3. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait, en dynamique de groupe. Tout le processus doit exister. Après, c'est plus ou moins long en fonction des équipes, etc. Mais en tout cas, ça existe. Et donc, c'est vraiment la phase idéale. Et c'est là où l'équipe est vraiment performante, efficace, et qu'elle atteint rapidement les objectifs. Et la dernière étape, c'est la clôture. C'est la dissolution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, ça se termine. Chacun va rentrer chez soi. Le projet est atteint, les objectifs sont là. Et donc, l'équipe va se dissoudre. Que ce soit l'équipe de projet, parce que chacun va repartir dans son métier, ou que ce soit vraiment la dissolution de l'équipe. Mais même si c'est une équipe qui va aller travailler sur un autre projet, sur ce projet-là, la dynamique est terminée. Et pourquoi cette étape de dissolution, elle est également extrêmement importante et qu'elle va nécessiter en fait de vraiment créer un temps de partage, créer un temps de débrief, créer un temps de reconnaissance et de célébration. C'est bel et bien parce que derrière, quand c'est terminé, on se rappelle, on était en phase d'exécution, c'était génial, tout le monde travaillait ensemble, on adorait ça. Ça s'arrête. Il y a une phase de deuil. Tout le monde trouve ça difficile et les gens n'ont pas envie d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Donc il y a besoin de ce temps. Plus on va reconnaître, plus on va prendre le temps de célébrer, plus effectivement on va donner un peu de temps à cette phase de deuil, plus ça va être facile pour tout un chacun ensuite de se remobiliser sur le nouveau projet, sur la nouvelle équipe, etc. etc. Donc vous voyez que ces 4 phases, elles sont vraiment intéressantes et je trouve qu'elles éclairent vraiment tout le processus auquel on va être confronté quand on est un manager et qu'on va gérer des équipes. Donc maintenant, on en arrive effectivement à comment animer et développer le travail d'équipe. Et bien la première chose à faire, c'est de définir la mission.
Quand on a créé notre équipe, effectivement, au point de départ, on va expliquer à chacun qu'est-ce qu'il doit faire. C'est donc le moment où on va fixer les objectifs, on va donner les consignes. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous avez des cours spécifiques sur Bigger sur ces deux sujets. Et donc, on va dire à chaque personne quel va être son rôle dans l'équipe en fonction de ses qualités, de ses compétences, des objectifs sur le projet. On va mettre en place les choses de manière à ce que tout le monde comprenne ce qu'il a à faire et les responsabilités des uns et des autres. Et donc, pour ça, n'hésitez pas aussi à avoir des outils de gestion de projet partagés qui permettent que tout le monde sait qui fait quoi et auprès de qui il faut référer, quoi. Et faites attention dans la répartition des rôles, parce que souvent, dans les projets, il y a des rôles que personne ne veut. Le truc un peu ingrat. C'est sûr. Et il va quand même falloir attribuer ce rôle-là. Donc, il faut le faire intelligemment. Vous allez choisir une personne ou plusieurs personnes. Vous allez leur expliquer pourquoi vous les choisissez. Pourquoi c'est eux qui vont faire ça. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au projet? Et puis au besoin sur ces rôles ingrats, ce qui est pas mal, c'est de faire tourner. Je vais prendre un peu un exemple, mais quand on organise des réunions, en général, il y a celui qui doit faire le compte-rendu. En général, on ne le dit pas comme ça, on dit celui qui doit se taper le compte-rendu. Parce qu'on sent que c'est quand même pas vraiment le truc le plus fun de la Terre. C'est vrai. Néanmoins, on a besoin d'un compte-rendu pour la réunion. Donc ça, c'est un peu le rôle ingrat. Faire tourner, c'est pas mal. Peut-être pas à toutes les réunions, mais peut-être à tous les mois, peu importe. Mais néanmoins, gérer ce rôle-là, c'est développer des compétences d'écoute, de synthèse, de rédaction qui sont absolument incroyables. On développe des savoir-faire à faire des comptes rendus de réunion, dont on peut se resservir dans énormément de situations de la vie. Donc, je vous invite à partir d'une situation, d'un projet sur lequel vous avez à animer et développer un travail collectif, et notez ici, c'est quoi l'objectif visé et c'est quoi la répartition des rôles dans votre équipe. Chaque personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi je lui attribue ce rôle. Veillez à homogénéiser le groupe. Ça va être un point assez important quand c'est possible, parce qu'on l'a vu, on l'a dit, effectivement, il arrive bien des fois où, en fait, les équipes, elles sont déjà constituées et ce n'est pas vous qui pouvez les constituer. Mais néanmoins, quand c'est faisable, ou s'il faut rajouter des éléments, effectivement, il va être important de voir comment on peut rendre l'équipe le plus homogène possible avec l'ensemble des savoir-faire et des compétences dont on a besoin pour le projet. Ça éliminera aussi une partie des tensions et des conflits s'il y a lieu. Donc, ça demande effectivement à la fois de tenir compte des besoins du projet, mais à la fois de tenir compte des besoins de l'équipe. Si vous prenez quelqu'un que vous trouvez extrêmement compétent, mais il a une personnalité qui ne va pas du tout s'adapter avec les autres membres de l'équipe, ça va être compliqué. Donc, observez votre travail si votre équipe est homogène. Voyez quelles sont peut-être les actions correctrices que vous pouvez faire, ou voir peut-être comment vous pourriez répartir les ressources ou certaines personnes de manière à ce que ça crée plus de fluidité, plus d'homogénéité, plus de dynamique dans votre équipe. Ensuite, mettez en place un système de communication. Ça, c'est hyper important. Et parfois, on le néglige de penser avant comment je vais communiquer avec mon équipe. Parce que si je veux une bonne dynamique d'équipe, je dois avoir une bonne communication. C'est quoi les moyens de communication? C'est quoi les types d'informations que je vais transmettre? Les délais de communication? Auprès de qui? Est-ce que toutes les informations sont dites à tout le monde? Est-ce qu'elles sont dites à cette personne, puis cette personne? Et c'est quoi les outils? C'est quoi les moyens qui vont être utilisés? Quel logiciel? Quel système de copartage? C'est quoi les délais? Quand il y a des réunions et qu'il faut donner les comptes rendus, quel délai elle a la personne? Quand j'ai une nouvelle information, quelle exigence je me pose pour transmettre aux gens? Parce que s'il y a de nouvelles informations et qu'il faut mettre en place des actions correctrices, etc., etc., etc. Donc, il faut un plan de communication finalement qui doit être intégré et partagé par tous, parce qu'il y a la communication du manager vers les autres, mais il y a toute la communication des autres vers vous. Pour qu'un projet soit fluide,
il faut des remontées d'informations et il faut que vous descendiez les formations. Il faut que ça circule. Et ça va aussi éviter beaucoup de conflits et de tensions parce que plus les informations sont partagées, plus ça va être simple. Si je prends l'exemple d'un chantier de construction de maison où il y a toute une série d'artisans qui fonctionnent ensemble. S'ils ne communiquent pas ensemble, la maison, ça va être catastrophique. Parce que si le plombier passe après le maçon qui fait les chape et que les tuyaux vont se retrouver au-dessus des chapes et pas à l'intérieur, peut-être ça pourrait être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a s'ils communiquent entre eux, ils disent bah, moi j'ai besoin de passer jeudi, ah ben ok, du coup moi je vais passer vendredi, ça va être quand même beaucoup plus simple. Le risque sinon, c'est que la personne arrive, se dit ah ben mince, ça c'est pas fait, du coup je dois repartir, etc. Puis au bout de 3 allers-retours, tout le monde est fatigué. Donc, de la même manière, dans votre PDF de cours, notez c'est quoi votre plan de communication avec le plus de détails possible. Quels outils, quels délais, qui doit dire quoi, à qui, comment, quand, etc. Un vrai plan de communication. Je sais, ça peut paraître un peu rébarbatif et je sais qu'on ne prend pas assez souvent le temps de faire ça, mais je vous promets que ça peut changer la vie dans un travail d'équipe. Ayez des outils de communication. Donc c'est bien d'avoir un plan, mais il faut des outils. Qu'est-ce qu'on utilise? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qui va fluidifier au maximum la communication entre les personnes? Il y a beaucoup de logiciels qui existent, de gestion de projet, de gestion d'équipe, etc., qui peuvent être assez incroyables à utiliser dans le quotidien. Mais utilisez des systèmes de copartage qui permettent à tout le monde d'avoir les informations et d'être à jour. Donc, de la même manière, notez les outils de communication que vous souhaitez utiliser ou qui sont à disposition et dont il faut informer les personnes pour qu'elles s'en emparent. Offrez des temps d'échange et de relation. Ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, quand on avance, qu'on est un peu la tête dans le guidon, que voilà, ben parfois, on néglige un peu tous ces temps d'échange. Et dans les outils de communication, il y a ces temps d'échange et de relation qui doivent être mis en place et mis en œuvre. Et faites-les de façon constante et régulière. Je vous promets, ça m'est déjà arrivé d'être dans des entreprises où il y a des réunions où on se dit bah, on va faire des réunions tous les 15 jours, par exemple, pour mettre tout le monde à jour sur le projet. Puis au bout d'un moment, tu ne comprends pas, il n'y a plus aucune réunion. Qu'est-ce que ça fait? Baisse de motivation, baisse d'intérêt, moins d'informations sur la culture d'entreprise, moins d'informations sur ce qui se passe. Puis chacun se sent de plus en plus isolé dans sa petite affaire. Puis quand vous en parlez au manager, vous dites ah oui, mais tu comprends, j'étais occupé. C'est une priorité. Si vous voulez que les gens restent motivés, en dynamique, dans votre équipe, sur le projet, il faut faire ça de façon constante et régulière. Il n'y a rien qui doit les annuler, ces réunions. Parce que ça permet à chacun d'exprimer son vécu, d'exprimer son senti, de dire là où il en est, de célébrer les victoires, etc. Et puis, c'est aussi important d'avoir des temps qui peuvent être peut-être plus informels aussi à l'intérieur de ça. Parce que ça va permettre de parler de tout et de rien, mais ça crée aussi l'esprit d'équipe. C'est pas que parler travail, une équipe. Donc ces temps conviviaux, ils aident à créer du lien. Ils aident aussi à faire qu'on se connaît, etc. Puis qu'on développe l'entraide. Parce qu'on sait que telle personne, elle est comme ci, que telle personne, elle préfère travailler de telle et telle manière, etc. Donc de la même manière, notez dans votre PDF de cours, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme temps d'échange, de réflexion, de discussion sur le projet, des temps de convivialité, etc. Précisez la fréquence, la durée et les lieux. Et partagez ça avec l'équipe, de façon à ce que tout le monde soit présent. Notez bien aussi les temps relationnels les plus conviviaux. C'est aussi important que les autres. Ils n'ont pas besoin d'être aussi réguliers nécessairement. On est d'accord qu'on est là pour travailler. Appuyez-vous sur les points forts de votre équipe. Ça veut dire qu'il faut que vous la connaissiez, votre équipe, que vous sachiez qui est qui, que vous soyez intéressé vraiment aux personnes. Mais si vous avez bien réparti les rôles, tout ça, vous devez le savoir. Et donc, effectivement, ça va vous permettre de déléguer, de mettre les choses, de mettre les bonnes personnes derrière les bonnes tâches, en fait, tout simplement.
et ça va renforcer toute la performance de l'équipe et ça va valoriser chacun là où il est. Donc de la même manière, je vous invite à noter les points forts des membres de votre équipe, à observer si c'est bien réparti, puis également à faire les ajustements nécessaires. N'oubliez pas, tu sais, un projet, c'est pas non plus figé quand ça dure dans le temps. Si à un moment on a mis en place des organisations, puis qu'on se rend compte que tout d'un coup, il y a des compétences et des savoir-faire des uns et des autres qui nous ont échappé, on peut rebalayer la donne aussi. Accompagner les conflits vers leur résolution. On en a parlé déjà. Et ça, c'est le rôle du manager. Il faut absolument résoudre les conflits et les contradictions. Ce n'est pas tant l'idée de vouloir que tout ça disparaisse. C'est l'idée de dire que s'ils sont bien traités, on va renforcer la dynamique de groupe, on va renforcer l'esprit d'équipe, on va renforcer la cohésion. C'est pour ça que la plupart des conflits doivent être réglés en dynamique de groupe. Quand il y a des conflits dans le groupe, on réunit tout le groupe et on en parle tous ensemble. Ça crée de la transparence, ça facilite la communication, ça facilite les prises de conscience des uns et des autres, ça facilite la créativité et du coup ça renforce toute l'équipe. Donc oui, ça va demander de libérer la parole. Ponctuellement, je suis d'accord, il y a des conflits qui peuvent être spécifiques et qui vont concerner que certaines personnes, etc. Et là, dans ces cas-là, on peut les régler en one-to-one, en face à face, en 1 à 1. Mais dès qu'on est en équipe, si ça concerne un tant soit peu l'équipe, les résolutions dynamiques de groupe va être vraiment la meilleure méthode à mettre en place. Donc, je vous invite, encore une fois, à noter un peu c'est quoi les règles de gestion de conflit. Ça veut dire en gros, est-ce que vous allez les traiter en groupe, en individuel? Comment vous allez veiller à une résolution rapide et efficace? Ça veut dire, c'est quoi les premiers signaux d'alerte? Dès qu'il y a quelque chose, hop, c'est quoi la procédure? Puis ça doit être connu par tout le monde. Ok, vous avez un conflit, vous êtes à un point de désaccord avec les uns et les autres, etc. Ok, tout de suite, qu'est-ce qu'on met en place? C'est quoi la procédure résolution de conflit? Ok, à qui on en parle? Quand est-ce on organise une réunion dans les combien de temps? Assez rapidement. Hein. Faut pas laisser larver le truc. Hein. Plus vous allez laisser larver un conflit, plus il va amplifier en général. Plus il va être difficile donc à résoudre. Je vous dis, hein, petit problème, petite solution. Gros problème, grosse solution. Plus on laisse amplifier une problématique, plus le truc prend de l'ampleur. Je vais vous donner un exemple un peu bébête, mais vous allez au cinéma. Vous vous installez, il n'y a personne, vous êtes tranquille, vous vous dites « Oh, ben, je vais être bien pour regarder ma petite séance. » Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, juste à côté, avec une copine. Et puis, et en plus, elle mange des pop-corn. Et puis, et là, vous commencez à vous dire « Oh, j'espère qu'elles ne vont pas jacasser comme ça pendant tout le film. Hein. Bon, là, c'est les pubs, ça va encore. Enfin, ça fait un bruit. Elle s'arrête jamais, hein, vraiment. Et vous voyez, on commence à mariner. Ça, c'est le début d'un conflit. Hein. On n'est pas content. On bougonne dans sa tête. Ah bah, de toute façon, elles vont s'arrêter, c'est sûr. Puis tout d'un coup, vous vous dites, oula, le film commence. Et là, vous dites, vous ne pourriez pas vous taire, parler un peu moins fort? Vous allez parler comme ça pendant tout le film? Puis souvent, on va avoir un ton un peu agressif. Et les gens, comme vous les avez un peu agressés, ben, ils vont vous répondre de façon agressive. Non, mais c'est bon, on est dans un lieu public. Hein. Oui, bien sûr, on va se taire quand il y aura le film. Hein. Puis vous n'êtes pas content. Vous bougonnez encore. Tu sais, si on le dit dès le départ, si on n'a pas attendu, et que dès le départ, on voit que ça nous dérange, puis qu'on dit excusez-moi, ça vous dérange pas de parler un petit peu moins fort, s'il vous plaît? Ben, les gens vont le prendre bien, bien. Puis si on n'a pas envie de parler avec la personne, on peut se dire, bah tiens, là-bas, il n'y a personne, je vais bouger de place. Tout est possible. Mais plus on agit tôt, moins on va laisser enfler la colère, le mécontentement à l'intérieur de soi, et moins il y a de l'agressivité qui va arriver. Donc notez vos règles. Le partage de décisions, ça aussi c'est un point clé quand on veut animer et développer un travail collectif, c'est le partage de décisions. Le leadership autoritaire, avec une autorité qui décide de tout, honnêtement,
c'est rarement une bonne idée. On n'est pas vraiment dans des dictatures. C'est sûr qu'il y a un responsable et qu'effectivement, parfois, à la fin, c'est à vous d'arbitrer. Mais plus vous allez créer des décisions partagées en équipe et du coup acceptées par tous, plus effectivement, ça va améliorer la coopération, faciliter l'expression de chacun et du coup faire adhérer aux décisions. Donc, c'est clair et net que si le groupe discute puis qu'à un moment, il n'arrive pas à se mettre d'accord, bien sûr qu'en tant que responsable, vous allez devoir trancher. Parfois, on est d'accord qu'il y a des décisions qui arrivent de plus haut et qui doivent s'imposer, mais dites-le à votre équipe en leur disant, écoutez, voilà, là, sur cette option-là, on n'a pas le choix, ni vous ni moi. La direction a décidé que ça devait fonctionner de telle et telle manière. OK ? Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, d'ailleurs, il y a un cours qui s'appelle Tenir compte de l'avis des membres de l'équipe, qui peut être intéressant sur le sujet. Donc, notez ici comment vous souhaitez mettre en place le partage de décisions et quel type de décision. Si on est d'accord qu'il y a peut-être quelques décisions qui ne sont pas partagées, mais toutes les décisions qui peuvent l'être, c'est intéressant. Et notez-les dans un projet, tiens. Et puis ça peut s'abonder au fur et à mesure, quoi. Célébrer les victoires et les personnes. J'en ai parlé déjà, mais c'est extrêmement important de célébrer les victoires parce qu'effectivement, c'est ce qui permet à chacun de valoriser les compétences, de valoriser les savoir-faire, de valoriser les qualités. Ça permet aussi vraiment de fédérer l'équipe et puis ça permet aussi, quand ça va être la fin, de prendre ce temps de deuil, de dire voilà, on a fait ça, c'est chouette, c'est super, puis chacun va aller vaquer vers peut-être d'autres occupations. Donc, notez ici, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour célébrer certaines victoires et notamment, qu'est-ce que vous comptez faire à la fin du projet. Vous savez, plus on anticipe ce genre de choses et plus, en fait, quand le projet arrive, on sait quoi proposer à l'équipe. Puis ça peut être aussi des décisions qui peuvent être partagées avec l'équipe, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Notez également ici les personnes que vous souhaitez reconnaître spécifiquement, peut-être, qui ont fait des choses particulières et comment vous allez le faire. Et le dernier point, c'est développer une attitude de coach. Animer et développer un travail d'équipe, c'est vraiment prendre cette posture de coach. J'en reviens effectivement avec mes équipes de sport dont je vous parlais au début. Le coach est où? Pas dans l'équipe. Il ne court pas sur le terrain et sur le banc de touche. Il coach. Il parle de stratégie. Il fait des préconisations. Il entraîne les gens. Il crée la dynamique. Il décide des rôles et des fonctions de chacun. Il trouve le leader. Il peut être le leader parfois. C'est ça la posture de coach. C'est celui qui va entraîner. C'est celui qui va accompagner. Et c'est ça qu'on vous demande pour animer et développer un travail collectif. Donc cette posture-là, elle s'apprend et elle est essentielle pour créer cette dynamique de groupe. Donc, peut-être que c'est des choses que vous maîtrisez parfaitement et tant mieux. Si vous avez besoin, il y a un cours qui s'appelle « Être un manager coach », oser être une autorité bienveillante sur la plateforme, qui pourra vous aider à développer cette attitude et cette posture de coach, de manager coach. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous invite également donc à noter dans votre PDF de cours, si vous pensez avoir une attitude de coach, quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour le développer s'il y a lieu. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis à bientôt sur Bigger.